dans Version française. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le meilleur de la mode, du design, de la gastronomie, de l'artisanat, de la création et de l'art de vivre en version très originale et 100% française. On commence avec gourmandise. Rendez-vous avec les pâtisseries colorées de l'éclair de génie. Le directeur artistique de la maison Lacroix, Sacha Valkov, nous fera partager ses inspirations et son histoire. Pour tous les rats de bibliothèque, aujourd'hui, c'est visite d'un Paris littéraire. Il va vous en faire voir de toutes les couleurs, découverte du travail de plumassier avec Julien Vermelaine. Tout ce qui est arty, cosy, Frenchy en version française, c'est tout vu, c'est point de vue. Parce qu'à Noël, vous avez un peu trop abusé de la bûche ou parce que dans 2 mois, c'est vacances à Lacanau avec les copains, rien de mieux que Conquer Your Day pour raffermir et tonifier son corps. Ce collectif vous propose yoga, stretching, bootcamp un peu partout dans Paris, le tout avec une team de choc. Faire du sport ne vous fera plus suer, c'est garanti. Cet ancien magasin de matériaux de construction au look berlinois branché, c'est le point éphémère. Terrasse au bord du canal Saint-Martin, graffiti, concerts, expos et bières, ce squat de 1400 m² a tout pour plaire. Alors il ne reste plus qu'à travailler son déhanché pour groover avec les hipsters du coin lors de leurs apéro-mix. 80s et 90s, âge d'or de la coolitude parisienne. Madonna sirotant un verre au bain-douche, Mick Jagger affalé sur les banquettes du Palace ou encore Iggy Pop se tortillant lors d'un concert. Toutes les icônes pop se retrouvent dans le magnifique ouvrage Paris Capitale Underground, regroupant les clichés saisissants de Jean-Claude Lagrèze à découvrir. Vous aimez les plantes, mais vous n'avez ni la main verte ni la place? Prête à pousser à trouver la solution avec son petit potager Lilo. Une capsule contenant les graines de basilic, persil et autres plantes aromatiques, un réservoir d'eau et de nutriments, le tout sous une petite lampe LED qui reproduit la lumière du soleil et hop, des aromates toute l'année. Un tonnerre d'applaudissements pour l'éclair de génie qui ravit les gourmands avec une obsession monoproduit délicieuse. L'éclair, what else? C'est une icône de la pâtisserie française et bien que ses origines soient mal connues, on sait que nous ne sommes pas les premières papilles qui les fait frétiller. Les doigts de duchesse que l'on savourait à la cour des rois de France devinrent les fameux éclairs, car pense-t-on, ils se mangeaient beaucoup trop vite. Ce roi des petits fours est un remède contre la grisaille. On aime sa simplicité. Sa pâte à choux fondante, sa crème pâtissière et son glaçage sont une invitation à la gourmandise. Mais aujourd'hui, dans la caverne d'Ali Baba de Christopher Adam, préparez-vous à avoir l'embarras du choix. Caramel, beurre salé, vanille, noix de pécan, framboise crispy, citron yuzu meringué, chocolat au lait pétillant. Prêt pour le défilé printemps-été de l'éclair de génie? C'est parti! On est sérieux, on se prend au sérieux, c'est un peu la devise d'éclair de génie. Ce matin, j'avais encore 2-3 pistes d'idées pour des éventuels nouveaux éclairs cette année. On en a créé 250 différents en 4 ans. Je n'ai pas trop l'impression que je commence à m'assagir. Chef pâtissier pour la prestigieuse enseigne Fauchon, Christophe Adam revisite ce classique de la pâtisserie française en 2002 pour une collection de New York. Le succès inattendu de son éclair à l'orange lance le début d'une nouvelle aventure. L'éclair, bien sûr, fait partie de cette un peu nouvelle génération de pâtisserie qui a été renouvelée, qui est devenu un monoproduit avec un chef un peu connu et qui arrive à marier tout ça. Parce que je pense que la pâtisserie, qui est très très compliquée, moi j'avais besoin de me la rendre plus simple. J'ai pas de recette miracle. J'ai un petit calepin où je marque des idées de temps en temps, mais c'est pas très souvent. Le plus souvent, ça vient d'une idée qui tombe un peu du ciel, ou d'un magazine, ou d'un voyage, ou d'un moment dans la journée. Et je me le note, et puis je le fais faire le lendemain matin. En plein cœur du quartier de la Bourse, à la fabrique et au labo, pâtissières et pâtissiers œuvrent dès le milieu de la nuit pour composer la palette du jour. La pâte à choux est préparée bien avant l'aube. Les petites mains expertes et bien matinales recherchent la texture idéale qui donnera légèreté et fondant à l'éclair. Plus tard, les choux sont garnis. Crème vanille, citron, framboise, on en salive déjà. Vient ensuite l'étape du glaçage. Mais comment fait cette pâtissière pour résister à l'envie de se lécher les doigts entre chaque éclair ?
Chez nous, le glaçage, c'est souvent à base de chocolat. Chez les pâtissiers en général, c'est souvent du fondant. Le fondant, c'est que du sucre. Nous, on l'a banni depuis maintenant quelques années pour le remplacer par du glaçage à base de chocolat ou de fruits. La provenance des produits, des matières premières depuis l'ouverture des Clairs Jaunis, c'est quelque chose de très important, parce qu'il faut savoir d'où viennent les matières premières, leur qualité, et on fait surtout attention que ça soit français. Alors, bien sûr, le chocolat, ça va être compliqué d'avoir du chocolat français, mais la provenance du chocolat avec Valrhona, avec qui je travaille depuis 20 ans, on fait très attention aux grands crus qui changent quand même régulièrement dans l'éclair. Et puis ensuite, pour les amandes, les noisettes, tous les fruits secs, sachant que nos fruits secs enrobés et nos pralinés sont faits maison avec des amandes et des noisettes françaises. Même les noix de pécan, on a l'impression que c'est une matière première qu'on a d'un pays lointain qui vient en fait de France. Alors c'est par saison, on aura des fraises des bois pendant les fraises des bois, on fait très attention à ce genre de choses. C'est devenu, c'est inné maintenant dans le paysage de notre pâtisserie. Simplicité et inventivité sont les maîtres mots de la créativité de Christophe Adam. Et aujourd'hui, son éclair est un best-seller aux 4 coins du monde. 6 boutiques au Japon, 6 boutiques à Hong Kong, l'éclair du génie s'est aussi implanté en Italie, en Russie et au Canada. Et ensuite à Paris, on a une nouvelle ouverture qui sera aussi entre le Palais Royal et la Bourse, qui sera une sorte de coffee shop d'une nouvelle marque avec voilà, tous des produits qui pourront accompagner les éclairs, mais une pâtisserie du matin au soir. À Milan, à Tokyo ou à Paris, la gourmandise devient un art de vivre. À l'image d'une pâtisserie française pleine de fantaisie, l'éclair du XXIe siècle a décidément entrepris de nous surprendre et de nous enchanter. Une personnalité détonnante et une imagination débordante rencontre avec l'inspirant Sacha Walkoff, directeur artistique chez Christian Lacroix. Comprendre qui est Sacha Walkoff en quelques minutes relève de l'impossible. Il est de ces personnages que l'on rencontre rarement. Une âme d'enfant mélangée à un esprit tortueux. Bras droit pendant des années du couturier Christian Lacroix, il reprend en 2010 la suite de cette icône de la haute couture française, à la tête des créations hommes et art de vivre de la maison. Et c'est sa passion pour les objets anciens, leur histoire, les techniques disparues, qui le conduit régulièrement au marché aux puces de Saint-Ouen. Une de mes sources d'inspiration très fortes, c'est évidemment le passé. Je regarde le passé, mais pas pour le recopier dans l'état. Bien sûr, c'est juste pour m'en inspirer, pour retrouver des techniques anciennes et voir comment, avec les moyens d'aujourd'hui, on peut retrouver ce type d'émotion, ce type de travail. Dans cette échoppe qui semble appartenir à un autre temps, Sacha Walkoff a trouvé par exemple il y a quelques années un véritable trésor. Il s'agit d'un catalogue de tissus datant de la fin du 19e siècle, une source d'inspiration démentielle qui a notamment donné naissance à cette collection d'imprimés végétaux que l'on retrouve à l'Art de Vivre chez Christian Lacroix. On part de cette image-là qui nous donne tout de suite, tout d'un coup, tout un univers. Parce qu'en fait, d'un seul ruban, on fait un tissu, un papier peint, un autre type de tissu, un jacquard, un imprimé. Et puis tout ça devient des coussins, devient des rideaux, devient des sofas. Donc en fait, c'est vrai qu'un ruban, tout d'un coup, génère une famille de produits incroyables. C'est ça qui est merveilleux. Dans la boutique phare Christian Lacroix, place Saint-Sulpice à Paris, la nouvelle collection offre une myriade de couleurs, motifs et matières. L'occasion une nouvelle fois pour Sacha Walkoff de raconter une histoire fantastique. L'histoire de la collection de cette saison, c'est au théâtre ce soir. Donc c'est un clin d'œil en fait à ces émissions très françaises qu'on a tous connues, enfin en tout cas moi, parce que j'ai l'âge pour ça, dans les années 70 et 80. Moi j'adore ce goût très français de la comédie, de l'humour, et puis aussi du décor, des costumes. Donc on s'est amusé en fait à recréer des scènes imaginaires de théâtre, mais ces scènes de théâtre en fait, elles peuvent évidemment s'adapter au théâtre de nos vies. Pour le shooting de la nouvelle collection, vases, assiettes, coussins, étoiles et carnets hauts en couleur sont entrés sur les terres du château de Grousset, le temps d'une mise en scène détonnante. C'est vraiment de l'émotion qui sort de ces murs et en fait on a eu la chance de mettre en scène nos collections dans le théâtre privé qui est attaché au château et également dans les folies qui sont dans le parc. Donc il y a une tente ottomane, il y a une pagode chinoise, il y a un pont des soupirs vénitiens, mais tout ça fait comme un décor en fait, c'est merveilleux et en fait c'est tout ça qui nous a inspiré petit à petit la collection.
Des scénographies exubérantes, des motifs pop, une palette de couleurs luxuriantes. Sacha Walkoff révèle pourtant une part très différente de sa créativité dans un travail de designer qu'il réalise en parallèle pour la galerie Gosseray. Il m'a montré des choses que je ne pensais pas voir émerger de lui, de sa main et de ses crayons. Donc des choses très dessinées, assez peut-être plus sérieuses que ce qu'il a l'habitude de faire. Et donc ça a donné naissance à une série de 12 vases avec des taureaux qui traversent les vases, une allusion évidente au Minotaure et au labyrinthe. Et moi, j'y vois autre chose. J'y vois aussi que c'est le premier projet personnel de design de Sacha et que justement, c'est peut-être un passage vers un nouveau monde, donc peut-être le passage de la mode au design. Moi, ce qui m'intéresse chez lui, c'est qu'il y a vraiment un côté un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. J'aime bien me définir comme un minimal maximaliste parce qu'en fait, j'ai ces deux types d'approche dans mon travail. Chez Lacroix, je peux exprimer toute la fantaisie, tout le délire, toute la flamboyance que j'aime manipuler. Mais après, j'aime aussi travailler la ligne pure, la forme simple, la belle matière. Je pense qu'il en profite pour développer cette autre personnalité qui est en lui, un peu angoissée, un peu mélancolique. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir ce contraste en lui. Un univers pléthorique où les mythes antiques côtoient les influences folkloriques, où couleurs et lignes font l'objet d'un travail minutieux. Sacha est un esprit libre avant tout, un homme du monde. Bonjour Sacha. Bonjour Katharina. Merci de nous recevoir chez vous. Ben oui, je pensais que c'était bien de se voir Un à la univers maison. qui vous reflète bien. Absolument. Oui. Alors aujourd'hui, ça va faire bientôt presque 7 ans Oui. que vous avez repris les accessoires, la mode homme chez Christian Lacroix. Voilà. Comment on peut définir en quelques mots le style Christian Lacroix? Flamboyant, Ouais. on va dire détonnant. C'est un style qui est à la fois très singulier et en même temps qui fait appel au souvenir, à l'émotion. En fait, c'est une marque qui est très chère au cœur des gens. C'est pas du tout une marque de pouvoir, c'est une marque d'émotion. Est-ce que c'est une marque d'émotion aussi par la personnalité de Christian Lacroix, de ce qu'il avait apporté à la mode? Bien sûr, c'est vrai que toutes ces années de couture ont vraiment forgé cet univers fantasmagorique en fait, qui a vraiment marqué les gens et les générations. Et aujourd'hui, nous, on a repensé la maison au travers du lifestyle et au travers des accessoires masculins et féminins. Et c'est vrai que moi, j'essaye vraiment de surfer sur les mots. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est en fait, à partir de mots, de recréer ce qui aurait pu être Lacroix, mais qui ne l'a pas forcément été. Et en fait, ça fonctionne très bien. Alors justement, vous avez travaillé près de 15 ans auprès de Christian Lacroix pour la mode. La marque aujourd'hui, le nom est toujours très présent. Christian Lacroix, dans l'esprit des gens, existe toujours. Et vous, là-dedans? Ben moi, là-dedans, j'ai fait mon petit chemin. J'ai travaillé, donc, effectivement, comme vous le dites, très longtemps auprès de Christian. Et j'ai énormément appris. Ça a été très intéressant, en fait, l'alchimie qu'il y a eu entre nous. Parce que moi, j'ai énormément appris de lui, bien évidemment. Et lui a passablement puisé en moi aussi. Parce qu'en fait, j'ai amené une structure, j'ai amené une vision qu'il n'y avait pas forcément à côté de lui. Alors, vous avez dit une fois, quand on sait faire une belle chemise, on sait aussi bien décorer une maison, créer une lampe. Ouais. En fin de compte, ce qui compte pour vous, c'est l'amour du beau. C'est l'amour du beau et c'est les idées. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, moi, je ne sais rien faire. Non, mais c'est un peu vrai, c'est-à-dire que je ne sais pas coudre, je ne sais pas souffler du verre, je ne sais pas tisser du tissu. Par contre, je peux avoir des idées. Donc en fait, j'ai besoin de m'entourer et j'ai aussi bien l'équipe avec laquelle je travaille chez Lacroix que tous nos partenaires qui sont vraiment choisis et on se rend compte. Et en fait, c'est tous ces gens-là qui sont autour de moi
qui, eux, rendent possible ce que j'ai dans la tête. Juste pour la beauté de l'anecdote, Sacha, quand vous étiez à l'école en Suisse, justement, j'ai appris que votre prof de dessin, je crois, vous a fait rencontrer David Bowie, Keith Absolument, Haring. mais ça c'est génial. Mais c'est ouais. quoi cette Alors, école? oui, On veut tous y aller. Oui, c'est Pierre Keller, qui est un monsieur extraordinaire. Il vous a emmené au concert de David Bowie ou Non, c'est alors, David pas- Bowie qui est venu c'est faire une encore mieux, conférence à c'est l'école? encore mieux. C'est en fait, son partenaire était le directeur du festival de Montreux. Donc en fait, il nous a amenés un jour à l'école, pendant une journée, on a eu David Bowie avec nous en classe, au réfectoire. Donc il y a eu David Bowie, il y a eu Christo, Keith Haring. Alors j'ai une histoire avec Keith Haring qui est incroyable, c'est-à-dire qu'en fait à l'époque, il venait de faire des imprimés pour Vivienne Westwood à l'époque, qui se faisait World's End, c'était vraiment les années 80. Il me montre tout ça, des photos, tout ça. Après il me sort des petits badges qu'il venait de faire, donc j'ai plein de badges que m'a donné encore Keith Haring. Et puis là-dessus, il sort son feutre et moi j'avais un ciré jaune. Et il me dit, oh, I'll make a picture on your coat. Et je dis, oh non, my mother wouldn't like it. Donc j'ai refusé à Keith Haring d'avoir un dessin J'espère original. que vous le regrettez longtemps. Je le regrette toujours. Alors vous, de votre côté, vous avez aussi envie de transmettre ce que vous avez appris, ce qu'on vous a transmis? Complètement, absolument. Déjà à mes équipes, bien évidemment. Et aussi, j'aime beaucoup regarder le travail des uns et des autres. Et j'aime bien repérer les gens qui me paraissent avoir du talent. Et souvent, je les suis. Et souvent, je ne me trompe pas beaucoup. Vous êtes donc un dénicheur de talent. Oui, et j'adore ça. Sacha, vous êtes quelqu'un de très occupé. Si demain, par chance, vous aviez une journée de libre, qu'est-ce que vous feriez? Ah ben, je reste au lit. Surtout que j'en ai dessiné un très joli. Merci Sacha. Merci à vous, Catherine. Bobo, intello ou rigolo, découverte aujourd'hui d'un Paris littéraire. De quoi vous donner envie de bouquiner dans la capitale? Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré pour vous faire découvrir un Paris qui aime les livres. Adresse littéraire et bibliophile, on vous met à la page. Pour commencer, direction le 16e arrondissement et l'ancien village de Passy. Notre première adresse est 100% littéraire. On vous emmène dans l'un des repères d'un écrivain incontournable. Bienvenue dans le dernier domicile parisien de Balzac. Pendant 7 ans, il s'est installé ici pour concevoir son œuvre monumentale, la comédie humaine. La comédie humaine, c'est cette idée d'une classification des espèces sociales qui résonne encore aujourd'hui avec beaucoup de modernité. Ce musée ne propose pas une biographie de l'écrivain. Nous avons préféré insister sur ce qui nous semblait vraiment important, c'est-à-dire son œuvre et surtout le caractère universel de cette œuvre de Balzac, puisque Balzac permet à n'importe qui de comprendre sa société. Balzac parlerait aujourd'hui des bobos et des hipsters. À l'époque, c'était d'autres types sociaux qui l'intéressaient. Ces milliers de personnages et leur imposant arbre généalogique donnent une idée du bourreau de travail qu'il était. C'est ce que montre également l'une des salles, avec ses quantités de versions successives d'une même page, ou ce bureau, dont la lumière tamisée évoque le travail nocturne. Il s'agit de proposer des aperçus originaux, des aperçus que les gens ne connaissent pas, et d'avoir une idée un peu différente du travail. Il s'agit pour nous d'interpeller le public pour lui donner envie de lire ou de relire. C'est vraiment l'objectif du musée, lire ou relire l'écrivain. L'écrivain a toujours fasciné et fascine encore aujourd'hui, comme le montrent les représentations très variées de l'homme. Son œuvre reste un monument de la littérature française et mondiale. Ce musée vous donnera à coup sûr l'envie de vous replonger dans les illusions perdues ou le père Goriot. En prime, un charmant jardin pour se prélasser. Cette parenthèse culturelle nous a creusé l'appétit, que diriez-vous d'une petite pause gourmande? Pas question de laisser tomber les livres, notre prochaine adresse en est remplie. À 2 pas de Notre-Dame, bienvenue à la Fourmi Ailée. Anciennement, c'était une librairie qui a été rachetée. Donc nous, on cherche un établissement à ouvrir, un deuxième. Et puis le cadre nous a paru magnifique, la mezzanine et tout ça. Donc on l'a racheté, on a gardé un peu l'esprit. De la librairie, on garde la déco et des bouquins un peu partout. Les livres sont accessibles à tous et le cadre est idéal pour un moment de lecture et d'intimité. C'est un endroit qui est très chaud, qui est très chaleureux. C'est un endroit intimiste. On a une ambiance assez tamisée. On a eu beaucoup de demandes en mariage, de choses comme ça ici. D'accord, on note l'idée. Côté cuisine, on a un peu de tout. Quiche à petit prix, spécialité niçoise ou plat végétarien. Le but, c'est de toucher tout le monde.
L'après-midi, le lieu devient un salon de thé avec pâtisserie gourmande et grand choix de thé. L'affaire est familiale et les propriétaires possèdent également l'été en pente douce à Montmartre où on irait bien faire un tour. Notre promenade bibliophile se termine du côté du 18e arrondissement. Derrière cette porte cochère, un endroit caché pour initiés qui se révèle être une véritable caverne aux merveilles, chez les libraires associés. Venez, on vous montre. Nous sommes dans un endroit un peu atypique, qui est une librairie entièrement dédiée aux livres anciens et aux livres de collection. Des livres anciens qui sont aussi de beaux objets, exposés dans une véritable galerie-librairie foisonnante où l'on peut prendre le temps de flâner ou d'admirer les expos temporaires ce jour-là sur le thème de l'ombre. Autre particularité du lieu, un espace consacré à des livres pas comme les autres, les livres animés. Les livres animés, il y a 10-15 ans, étaient très peu connus. Et donc nous avons organisé une grande exposition, la première en France, qui a eu un succès énorme. Nous sommes devenus un peu spécialistes, donc en ayant un rayon assez unique en France et en Europe qui est entièrement consacré à ces ouvrages. Ces livres qui jouent sur les reliefs et les mécanismes en tout genre font le plaisir des enfants, mais pas seulement. Livres anciens, livres actuels, livres d'artistes ou grand public, figuratifs ou abstraits pour petits et grands. Le livre animé est un objet riche et passionnant. Alors venez par ici, vous ouvrir à son univers. Ainsi se termine notre chapitre parisien du jour. Une page se tourne, la suite au prochain épisode. Plumassier, qu'est-ce que c'est? Julien Vermeulen partage avec nous ce savoir-faire minutieux remis au goût du jour. Julien Vermeulen exerce un métier plutôt peu courant. Il est plumassier. Ce métier traditionnel consiste à travailler la plume pour la transformer et l'utiliser dans toutes sortes de domaines. Mode, chapellerie, décoration, art, un savoir-faire technique et délicat auquel Julien est venu après des études de design, de mode et d'art plastique. Alors moi au début je voulais être styliste, je voulais travailler dans la mode. J'ai travaillé chez Jean-Paul Gaultier comme assistant styliste accessoire et là-bas j'ai rencontré un plumassier. Une aventure déterminante. Son CAP plumassier en poche, il décide de se lancer dans l'aventure, totalement conquis par les innombrables possibilités du matériau et bien décidé à remettre le métier au goût du jour. Aujourd'hui, c'est un métier qui peut avoir une connotation un peu désuète ou alors très French cancan, cabaret. Et justement, moi j'essaye de réinterpréter les codes du métier et ouais, vraiment pousser la technique au cœur de la matière. La matière, justement, qu'est-ce que c'est? Des plumes d'oiseaux, oui, mais pas n'importe lesquelles. C'est très contrôlé pour protéger les animaux sauvages et les oiseaux exotiques. Et du coup, on a le droit d'utiliser uniquement les oiseaux élevés pour la viande. J'essaye d'avoir un maximum de traçabilité sur les élevages avec qui je travaille. Plumes d'oies, de poules, de coqs, d'autruches, de faisans, fini le temps ont braconné les oiseaux exotiques pour la beauté de leurs plumes, et c'est tant mieux. Mais ces limitations, loin de brider sa créativité, la stimulent d'autant plus. En fin de compte, maintenant, on a une palette de plumes assez limitée comparée à ce qu'on pouvait avoir avant. Mais du coup, voilà, essayer de recréer l'oiseau de paradis avec du coq ou recréer une plume d'aigle avec des plumes d'oie, ça pousse à vraiment être créatif. Ouais. Et oui, la créativité de Julien est vraiment sans borne. Son approche de la plume est très technique, quasi scientifique, et ce qui l'intéresse, c'est d'expérimenter, tester toujours plus de matière. Retour sur les outils fondamentaux du plumassier. Je crois que c'est la première chose que j'ai appris à l'école, faire des boîtes en papier pour trier les plumes. Ah oui, pas mal. Et si on entre plus dans la technique? Donc, les outils du plumassier, on a la pince qui s'appelle une bruxelle, et donc ça sert à couper les plumes, les maintenir, mettre de la colle, les reprendre et les poser une par une. Le couteau à parer, donc ça va nous servir pour assouplir les plumes. On va enlever toute la partie intérieure de la plume pour la rendre souple. Ou alors ça permet de fendre la plume en deux. Ensuite on a le couteau à friser et après on a les ciseaux. Et donc basiquement avec ces 4 petits outils à main, on peut réussir à faire à peu près tout. Et oui, de la fourrure par exemple, ou du velours, ou encore avec le bio de la plume, partie externe et rigide, on faisait à une époque des sapins de Noël synthétiques. Niveau technique, il y a aussi tout ce qui est teinture et brûlure. C'est des exemples de teinture qu'on peut faire, soit des rayures avec plusieurs couleurs. On peut donc aussi brûler la plume.
pour venir créer des pleins et des vides. Ainsi, reproduire les plumes des oiseaux protégés, c'est possible. Tac. Et donc ça, c'est la petite boîte aux merveilles. C'est notamment pour cela qu'il garde précieusement quelques raretés. J'ai tout un stock de plumes anciennes qui sont interdites maintenant, mais voilà, ça fait partie du patrimoine du métier. Par exemple, cette plume doit brûler avec des produits chimiques imite la texture d'une plume d'aigrette. Parmi ses projets, Julien travaille en partie pour des commandes, des casques de la garde républicaine au podium des défilés, d'un diffuseur de parfum à la décoration d'un hôtel au Kazakhstan, la plume est partout. Mais pas question d'être un simple exécutant, Julien compte bien donner son point de vue artistique et sa vision de styliste. La plupart du temps, les clients n'ont pas en tête les contraintes de la matière et n'ont pas en tête toutes les possibilités. C'est très compliqué quand on vous dit on peut avoir toutes les textures, toutes les couleurs, toutes les formes, toutes les tailles. On est vite perdu et c'est là-dessus que moi j'arrive à intervenir. Là où son sens artistique s'exprime le mieux, c'est encore dans ses créations à lui, à l'image de ses tableaux, de son Bado Senshi, un samouraï qui permet d'explorer le travail de la plume en 3D, ou encore de son ours Gustave, chez qui même les yeux sont en plume. Aussi bien grâce à ses outils traditionnels qu'aux nouvelles technologies, Julien n'a pas fini de relever des défis. Et on espère que ces images se rapportent à ses plumages. Version française est déjà finie, mais on se retrouve très vite et avec style. Bye!